Tu peux faire un clap devant ton visage? Bien sûr. Yes. Et voilà, on est dedans. Coucou. Je suis très content qu'on le fasse. On s'est rencontrés, tu te rappelles quelle année toi? 2016? Par là? 15? Écoute, ouais, 16, ouais, je dirais 16, effectivement. Je vais insérer à ce moment-là dans l'interview la photo que j'avais prise, si t'es d'accord. Je l'ai toujours, mais bien sûr. Et t'avais 18 ans, non? J'en avais 18, ouais, Ah. effectivement. Alors c'était 15 ou 16, effectivement. C'était en hiver. C'était à Lyon. Oui, c'était à Lyon, c'était dans le vieux Lyon, à côté du conservatoire. Mm. Quand tu remontes là dans le 9e, que tu remontes la Saône, c'était juste là dans un loft, on avait bu beaucoup de champagne. Oui, parce que à chaque fois, c'était la soirée ambassadeur de Superprof et c'était très joyeux. C'était très très chouette. C'était une super soirée, effectivement. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, complètement. Et ben, je suis musicien. J'aime bien me définir comme ça, juste guitariste, musicien. Et écoute, j'ai pas grand-chose de passionnant à dire sur moi. J'ai 24 ans et j'aime ma vie beaucoup. Je suis très heureux dans ma vie. Et à part ça, je peux quand même te raconter effectivement que je suis musicien pour essentiellement du live, c'est-à-dire des concerts, tout ce qui va être tourné, etc. Et t'es un mercenaire musicien parisien un peu, depuis 2 ans, ouais, c'est ça, absolument. Un mercenaire, j'aime bien me définir comme ça aussi, j'aime bien que tu me définisses comme ça. Et t'as un nom de scène aussi, non? Parce que t'as un nom civil et un nom de scène. J'ai un nom civil et un nom, même pas de scène, c'est un surnom en fait qui est resté avec le temps. Ouais. Donc je m'appelle Swan Vaud, de mon nom civil, pas ça. Mais comment ça se fait que tu peux raconter l'histoire de ce surnom? Absolument. Alors c'est très très simple. En fait, alors c'est très simple, mais en même temps, il y a une histoire quand même. C'est que quand j'étais gamin, j'avais une sœur Louise qui était ma cadette de 3 ans, quelque chose comme ça, et qui depuis est décédée. Et en fait, j'ai un souvenir quand j'étais petit d'elle qui balbutiait comme n'importe quel bébé finalement, sauf que moi j'avais 3 ans. On va dire 3 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai des souvenirs très flous de l'époque. Et c'est resté. Ma mère, qui est comédienne, jouait un spectacle qui s'appelait Swan à l'époque, ou peut-être après ou avant, du coup, c'est là où mes souvenirs se mélangent. Et moi, j'ai associé, quand j'étais petit, les balbutiements de ma jeune sœur Louise, du coup, au son, tu sais, un bébé qui ferait Swan, Swan, wa, wa, ah, ah. Bon, je l'ai associé comme ça et c'est devenu un surnom, en fait. Par lequel des amis ont commencé de m'appeler. Moi, j'aimais bien cette sonorité-là. Et Vaud, c'est simplement le nom du côté de ma mère. Voilà. Et donc, à partir de là, c'est vraiment resté un surnom tout bête qui m'a un peu collé et que j'aime beaucoup. Et auquel je tiens énormément et que j'ai décidé, du coup, de prendre dans la vie de quasiment tous les jours et dans le travail. Voilà. Donc, c'est quelque chose... Je me rappelle une amie qui un jour me demandait s'il y avait 2 personnes, une sorte de dichotomie un peu bizarre. Absolument pas. Et en fait, je m'en fiche royalement de comment on m'appelle tant qu'on m'appelle, si tu veux. C'est un peu l'idée générale. Donc voilà l'histoire de ce petit nom. Mais quand même, ça doit permettre une certaine libération d'avoir une personnalité un peu moins imposée que les personnalités qu'on porte par le nom. Je pense qu'il y a une certaine quand même... C'est vrai. En fait, moi, le moment où j'ai vraiment switché sur Swan Vaud professionnellement, etc., j'avais 14 ans à peu près. Et c'était forcément après le 31 mars 2012. Forcément après cette date-là. Puisque, en gros, long story short, le 31 mars 2012, c'était un jeudi soir, je suis parti de chez mon père. Et je n'y suis jamais retourné. Et du coup, ce jour-là, j'ai peut-être pas fait l'association à ce moment-là, mais c'est quasiment dans les jours qui ont suivi que j'ai commencé un peu à switcher dans ma tête, à signer des choses plus Swan, notamment du côté musique, et plein d'autres choses de manière générale. Et du coup, à un peu me libérer de ça et finalement... pouvoir prendre un peu mon envol, exister par moi-même, si tu veux, en dépit de tout ce qui avait pu se passer avant. Donc j'entends des ombres chinoises assez grosses. Hein. Je peux faire le chien? Non, en plus je peux même pas faire le chien en ombre chinoise.
Oui, on a une histoire de famille assez sombre, avec beaucoup de violence, beaucoup de décès, de morts, beaucoup de tristesse, oui, beaucoup de zones d'ombre en fait, voire même peu de zones de lumière. Et c'est pour ça que moi j'ai eu aussi ce besoin un jour de sans le nommer forcément, j'ai eu ce besoin un peu de créer ma vie, si tu veux, de me dire, ok, à partir de là, on va non pas faire table rase du passé, ce qui serait extrêmement dangereux et qui vaudrait 40 ans de psychanalyse derrière, mais plutôt de prendre le temps et le recul nécessaire euh, afin de pouvoir évoluer par moi-même, simplement me défaire de ces poids, ou en tout cas les accepter et vivre avec, quoi. Donc ça a un peu été ma démarche là-dessus. Tu t'es imposé de commencer ta vie. Un peu. On peut le tourner comme ça, d'ailleurs, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti en fait. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti à ce moment-là. Et la musique, c'est arrivé comment? C'est arrivé, j'avais pas beaucoup d'années au compteur. En fait, aussi loin que je puisse me concentrer, je pense que j'ai toujours eu un instrument de musique dans les mains ou quelque part pas loin. En gros, je viens d'une famille, moi, qui est dans le théâtre, plutôt de par mes parents. Ma mère est comédienne, mon père est metteur en scène. Dans le reste de ma famille, on a des gens aussi, enfin quasiment tout le monde en fait, est dans ce domaine-là, de très près ou de même pas loin. En Ce fait. domaine-là, qu'est-ce que tu entends? Théâtre, cinéma, télé, le monde du spectacle, voilà. Et du coup, j'étais toujours au contact, j'ai toujours été au contact d'instruments de musique, de voix, de corps, d'expression, de plateau, de scène, de loge, etc. Et j'ai très vite eu cette envie-là d'en faire mon métier, sachant que je suis le seul musicien de métier de la famille. Tout le monde fait de la musique, par extension finalement, si tu veux. Mais moi, j'ai voulu prendre ça comme mon expression, comme mon outil, mon langage finalement, sans vouloir évidemment m'approprier quoi que ce soit. Mais en tout cas, faire ma vie autour de ça. Et quand j'étais tout petit, vraiment, c'était notamment mon père qui me faisait jouer de la guitare, du piano, depuis vraiment tout gamin. Enfin, là, pour le coup, ça dure depuis plus de 20 ans, quoi. Et c'est quoi son métier à lui? Il est metteur en scène, lui. Je ne sais pas ce qu'il est aujourd'hui, mais... Ça fait longtemps que vous n'êtes pas parlé? 10 ans, oui. Ça fait 10 ans. Il essaye de rentrer en contact, parfois? Plus maintenant. Plus vraiment. Après, je ne suis pas très dur à retrouver, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, si jamais l'envie lui en prenait... il pourrait le faire très facilement. C'est quoi la première joie, la plus grande joie, de bonheur, de joie, source, waouh. C'est quoi la première source de joie dans ta vie en ce moment? En ce moment? Ouais. Même. Je peux être très pragmatique. Depuis hier, enlever le masque, c'est c'est assez génial quand même. Enlever le masque là tout de suite. Non, mais en fait, respirer de manière générale. C'est-à-dire, c'est là où je veux en venir. C'est simplement que... Je pense que c'est important d'arriver à prendre, attraper et s'approprier un peu d'air dans la vie, que ce soit en termes de confort de vie, certes, mais surtout d'esprit général, dans le sens où se libérer des choses, s'en détacher, c'est vraiment très important pour moi. Et là, en ce moment, pour l'instant, peut-être que je ne dirai pas ça demain ou dans 3 ans, mais là, en ce moment, je me sens très détaché et très libre, très serein en fait, et ça c'est chouette. Donc ça c'est vraiment ma source de joie en ce moment, c'est une forme d'apaisement général. Et la musique, j'imagine. Parce qu'on parlait tout à l'heure je t'ai dit tout à l'heure que le plus grand luxe pour moi c'était d'avoir du temps dont je disposais, et que la prostitution par le travail était vraiment la chose qui pour moi décrivait la souffrance. Voilà. Pour moi, c'est... Et on s'est retrouvés là-dessus, et bon, on a un petit peu discuté avant de commencer, donc c'est un peu... C'est de la triche. C'est un peu triché, oui. Mais du coup, oui, c'est à ça, cette liberté incroyable de faire exactement ce qui te fait vibrer, non? Complètement. Oui, là, c'est... Je t'avais aussi posé la question sur la façon dont tu visualises la musique. Comment est-ce que tu vois la musique sous forme de
de formules mathématiques. Et si tu peux me raconter un peu comment ça se passe dans ta tête. Est-ce que tu rêves musique? Comment ça se passe? Bah écoute, pour répondre à ta première piste, en fait j'ai vraiment la chance, le privilège immense de ne faire que ce qui me plaît. Et ça c'est quand même, c'est inestimable. Hein. Comme chanson, on en parlait un peu avant de lancer la caméra. Effectivement, ce côté-là où ne pas avoir de contraintes, ne pas avoir de choses qui me pèsent et justement pouvoir répondre du mieux que je peux, vraiment être présent à ce que je fais, ça n'a pas de prix. Et du coup, pour partir sur plutôt le deuxième axe, la musique, je la visualise de plein de manières différentes. C'est super difficile à concevoir. Pour moi, ce sont d'abord des images dans la tête, des sonorités, des espèces de jaillissements de couleurs comme ça qui arrivent, ça j'aime beaucoup. Mais après, c'est aussi forcément très mathématisé, puisque pour n'importe quel artisan, artiste, etc., il faut bien connaître les ficelles de son art, de son métier. Et c'est un peu un combat perpétuel pour moi, où j'essaie de ne pas trop rationaliser tout ça. En fait, d'avoir des étapes, si tu veux, où d'abord je vais être obligé de regarder de la magie. Voilà. Mais pour moi, la musique, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment c'est l'essence, en fait. C'est le flux vital, c'est tout ce que tu veux. C'est vraiment... C'est ce qui nous entoure. Il y a de la musique de partout, que je tape sur cette porte, que j'aille éteindre un interrupteur, que j'éternue, que je joue de la guitare. Il y en a de partout. Je crois vraiment que la musique, c'est ce qui rythme la vie, c'est ce qui rythme le cycle de jour, de nuit, de soir. C'est le battement d'un train, si tu veux, c'est tout. À ce moment-là précis de l'interview, je vais faire un insert de mon second court-métrage où on entend les quelques accords de Bach que tu joues et qui ont transformé le truc complètement. Au tout début, oui, c'est vrai. Après une minute, là, oui, c'est superbe court-métrage. D'ailleurs, je l'ai vu là il n'y a pas longtemps. I had a recurring dream. In the dream, I was alone and I was expecting. My belly was growing very quickly. To the point where I could no longer walk. In the dream, the belly gets so big that I'm afraid I would die if the baby came out. And as it became too big to remain on the earth, it flies off it, and me along with it. At the end of the dream, I remember realizing that I am the moon. Je vais me le refaire parce que vraiment, j'étais bouleversé de le voir après. En fait, pour la petite histoire, on a fait ça il y a quoi? Il y a 5 ans? Non, un peu moins. C'était en 80... En 2000... En 80, donc. En 2019, pardon. 19, oui, il y a 3 ans, d'accord. Ouais, il y a 3 ans et des bananes. Et en fait, je ne l'avais pas vu jusqu'ici, le résultat. C'est un truc de fou. Et la dernière fois qu'on s'est vu, on s'est dit qu'il fallait absolument que je le voie. Ouais, parce que je voyais ce morceau de Bach, évidemment, dont je ne pouvais pas avoir les droits. Et je m'étais dit... j'ai un copain à côté qui est un ancien musicien, mais qui est un peu à la ramasse. Donc, je lui ai demandé de faire ça. Il est très fort, mais il traîne. Il est un peu dans les vapes. Du coup, il m'a fait ça, mais c'était totalement à côté de la plaque. Mais à chaque fois, un peu à côté de la plaque, à la fin, tu te retrouves à mettre à gauche. Tu vois. Oui, je vois très bien. Et je me rappelle que je t'avais demandé de faire ça, et je crois qu'en 2 heures, j'avais reçu le fichier exact. Oui, c'était tombé parfaitement sur le bon moment où je faisais « Ok, là, j'ai 2 heures, j'y vais. » C'était incroyable, et tu m'as... Puis de toute façon, ce morceau, j'en avais les larmes aux yeux à chaque fois que j'entendais. Il est incroyable. Et ce qui est extraordinaire, c'est il me semble, moi je ne l'avais jamais entendu avant, qu'il est relativement méconnu en tout cas. On n'est pas dans les œuvres les plus mises en lumière, effectivement. Parce qu'il y a des morceaux que tu écoutes, tu as envie tu te sens mal parce que tu l'as tellement entendu dans des pubs d'assurance. De voitures d'assurance, tout ça.
Le Dies Irae de Verdi. Ah non, ça c'est pardon, ça c'est justement le morceau. Bref. Ça c'est le bon, justement, Ouais, ça, celui c'est dont le bon. on parlait. Mais un morceau, une pièce que j'adore, le Dies Irae de Verdi, je ne peux plus me l'entendre. Enfin, très difficilement, en tout cas, depuis les pubs de bagnole. Tu peux le chantonner? Alors non, parce que c'est chromatique, je vais avoir du mal. Ouais. Mais c'est tu sais, l'espèce de cascade comme ça, de chromatisme ou presque, qui s'enchevêtre et qui vraiment crée quelque chose. Je peux te passer de une guitare grandiose. là? Tu peux si tu veux. Alors là, je pourrais pas te jouer le Dies Irae parce que c'est pas du tout pour guitare. Mais Attends, j'enlève mon je peux micro. te passer une guitare, absolument. Ça y est, je vais me faire attraper. Mais en plus, tu vas te sentir plus à l'aise, je pense, parce que tu sauras quoi faire notamment. Et voilà. Ah oui, parce qu'on n'est pas Hop, dans le bon merci. sens. Nickel, Non. monsieur, regarde. Parce que tu peux aussi passer à droite. Tu te rappelles de ce morceau? Ah Ce dont tu me parlais il y a 2 secondes. C'est quoi ça? Ça te dit rien? Rien du tout. Just the two of us? Ah, mais oui. Ah, ça faisait longtemps que je l'avais pas joué, celle-là. Ah, la joie que ça doit être Ah ouais, de pouvoir juste faire ça avec c'est les doigts. ouais, c'est génial. Surtout avec les doigts complètement gelés de dehors. Mais... Ah là là. C'était quoi le premier morceau qui t'avait ému et que tu as appris? Premier qui m'a ému. Qui t'a donné envie Alors de faire moi, de je la me guitare? rappelle quand j'étais tout petit. Je sais pas si c'est le premier, mais c'est dans les premiers et c'est vraiment celui qui m'a marqué. C'est pas à la guitare, c'est au piano. C'est la marche turque de Mozart. Et tu saurais jouer ça? Ouais, Un peu. je peux faire une caricature du truc, mais c'est comment déjà je saurais même pas parce que je l'ai jamais joué la guitare donc. Le mec, il a le médiateur dans la poche. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, la marche turque massacrée, mais voilà, c'est l'idée. C'était le premier truc qui m'est revenu en tête. Je pense à... En fait, je me rappelle, pareil, j'ai pas la chronologie de toute l'histoire, mais je me rappelle quand j'étais tout petit, j'avais vu ce film qui s'appelait Amadeus. Oui. Bah, il est passé sur Arte il y a C'est possible. quelques semaines. Et je l'ai me revu. rappelle voir des scènes, simplement regarder des scènes de Mozart et de son génie créatif, de sa folie, tout ça. Et ce personnage, je Et- trouve que et c'était vous merveilleux. vous ressemblez un peu. C'est vrai. Parce que tu as cette peut-être inspiration à l'excentricité un peu, non? Est-ce Ouais, que je me j'aime trompe? C'est possible. Et vraiment, je me rappelle, il n'y a pas une scène où il joue avec ses pieds ou à l'envers ou je sais plus quoi, où il fait n'importe quoi. Oui, il joue la Et, tête. Ouais, et La ça tête à l'envers. ça m'avait fait rire et du coup j'étais arrivé devant le piano. Je me rappelle, j'étais arrivé devant le piano qu'il y avait à notre appartement de Grenoble à l'époque. Et j'avais joué, recherché la mélodie, j'avais essayé de la jouer avec les pieds, ça ne marche pas du tout, à l'envers, à l'endroit, tout. J'essayais de tout faire et je passais des heures là-dessus, à des heures pas possibles d'ailleurs. Hein. C'est le piano droit à 2h du matin avec des voisins, très mauvaise idée, très mauvaise idée. Mais j'adorais ça et je passais littéralement ma vie dessus. Tu joues toujours du piano? Je joue toujours du piano, ouais. Le piano, je l'ai gardé en plaisir. C'est pas mon... Non pas que la guitare n'en soit pas un, mais c'est que le piano, j'en fais pas C'est professionnellement. quand même extrêmement plus pratique la guitare. Parce que tu peux Ça l'amener se où tu déplace veux, plus ouais. facilement. Et tu veux la garder comme ça? T'es bien comme ça? Ah, elle est super, Ouais. non? Ouais, carrément. Regarde, moi, je
reste là. Tu peux faire ce que tu veux pendant que tu réponds aux questions. Et le son est parfait derrière, on est très bien. Ah là là là. Faut pas que je parte là-dedans parce que... etc. Pourquoi pas? Pourquoi pas en même temps. On peut faire des pauses musicales toutes les 3 minutes si tu veux. Non. toutes les 3 minutes. Non mais oui, il y avait vraiment ce truc-là de Mozart qui m'avait marqué, sans me comparer absolument à Mozart, c'est certainement pas. C'est juste que je me rappelle avoir été profondément choqué par ça, par l'interprétation de l'acteur évidemment. Mais sûrement parce que t'as vu un jeune homme derrière l'icône, quoi. Donc c'est ça. Ça le rend palpable d'un coup. Ça m'a transcendé, je me suis dit mais peut-être que je peux faire ça. Et j'aimais beaucoup retranscrire tous les sons que j'entendais, que ce soit on avait le tram qui passait en bas de chez nous et qui avait le tramway qui avait une petite sonnerie, je sais plus du tout, mais il y avait les morceaux, j'apprenais tout d'oreille, la lettre à Élise, la marche turque, tous les grands classiques finalement, même un peu Saucisson qu'on a beaucoup trop entendu, massacré, mais c'était ça mon air à l'époque, c'était ça, et c'est le cas de le dire justement, mon air, mais c'était ça ma petite parenthèse, et en fait ça devenait ma vie très très Ton vite. air de repos. Mon aire de repos, absolument, elle tenait sur 1 mètre carré avec un clavier comme ça, et je pouvais tenir des heures. Donc finalement, le fait d'être squeezé par la réalité un peu brutale, t'a peut-être permis de te focaliser dans un médium qui est la musique. Absolument. Et comme un dentifrice, t'as dû orienter toute ton énergie dans une sortie... C'est pas mal. Beaucoup l'image. C'est rigolo. Mais c'est ça, et en fait, c'est devenu vraiment ma raison d'être. Si tu veux, je peux pas me définir autrement, et je veux pas me définir d'ailleurs autrement que comme ça me va très très bien. Et j'ai cette chance immense d'avoir trouvé mon essence là-dessus, si tu veux, où vraiment je sens profondément que c'est ça, quoi. C'est ce que j'aime, c'est ce qui me fait vivre, et c'est ce qui me fait sourire, ce qui me fait pleurer, ce qui peut être très gênant dans le métro quand tu écoutes quelque chose ou même que tu penses à quelque chose qui te fait pleurer, mais sinon... C'est là que le masque devient le masque pratique. est très, très pratique. Non, mais plus sérieusement, il y a vraiment ce côté-là où je crois profondément que tout ce qu'on peut ressentir, entendre, voir, sentir, toucher, etc., ça peut être traduit en musique, et il ne s'agit pas de faire un figuralisme à 2 balles, mais plutôt de s'échapper, de revenir dans la réalité, de jouer avec. Et pour moi, c'est ma voie vers le bonheur, en fait. Et du coup, paradoxalement, ça peut être destructeur aussi, tout aussi destructeur. Ah bon, pourquoi? C'est dur, le milieu de la musique, le monde de la musique, et même la musique, elle est dure parce qu'elle existe, elle est figée, et en même temps absolument intangible, mais en ceci que, concrètement... alors évidemment, le milieu de la musique, c'est quelque chose de difficile, mais comme plein de milieux, ça c'est pas... Est-ce que c'est le milieu de la musique ou le milieu du spectacle? Le milieu du spectacle en général, je pense. Mais c'est pas spécialement ça qui me touche, c'est juste qu'on est face à quelque chose de tellement grand. Tu sais, t'es devant c'est pas un mur, c'est plus une immense plaine, un océan avec un horizon absolument... Inexplorable. Ouais, inenvisageable. T'es tellement devant quelque chose qui existe sans toi, comme toute chose finalement, mais que tu te demandes un peu ce que tu peux apporter, ce que tu peux modeler, ce que tu peux raconter. Et c'est là où il faut arriver, à mon sens... Ça te rend humble, quoi. Ça te rend humble, et à mon sens, je pense qu'il faut absolument ne pas chercher à... Par exemple, tu sais, c'est ce fameux truc où un peintre va se mettre devant une toile vide et se dit « Ok, il faut que je fasse une toile, qu'est-ce que je vais faire, planifie tout et tout ». C'est pas forcément la meilleure manière, chacun a sa manière évidemment de travailler, mais il faut pas chercher à... Pour moi, j'ai pas cette quête finalement de la création dans l'absolu où il faut créer, tiens, mets-toi, vas-y, sors quelque chose, mais plutôt cette envie d'exprimer, de raconter des histoires. Tu vois, quand j'étais gosse, il y avait Pierre et le Loup, je sais pas si tu avais vu le dessin animé, la version dessin animé où tu avais, en fait, dans tous les... ou même les Tex Avril et tous les
les vieux dessins animés, les Fantasia 2000, les Fantasia 2000, les j'en passe, où tu avais cette relation de l'image au son et inversement. Et je sais pas, moi je suis vraiment profondément troublé quand j'entends 3 accords, même si je te fais un vieil accord comme ça, un bon vieux mi majeur, un la mineur et un la majeur pardon et un la mineur 6. Tu as juste cette progression là qui déjà t'évoque des mondes entiers quoi. Si je te truc comme ça ou juste c'est une même note, tu vois, c'est un truc qui me passionne. Cette note-là, elle peut être constituante de n'importe quel accord et de créer n'importe quel sentiment. C'est une même note qui fait voyager partout. Tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait il y a plusieurs accords qui, alignés, faisaient obligatoirement pleurer quelqu'un. Tu peux faire ça? Qui sont la suite d'accords, une des suites d'accords tristounettes, si tu veux. Forcément, c'est une recette après, voilà. Par exemple, si je te fais, je sais pas ça, tout va bien. Et il y a un questionnement. J'entends la bossa nova un peu. Ah oui, alors... c'est des trucs comme ça. Non mais voilà, c'est des mini-recettes si tu veux, où vraiment tu vas aller choper. Ça serait drôle de te mettre dans un couloir de métro à 1h de pointe pour essayer de boucher le métro complètement. Boucher le métro, oui. Tu fournis les Kleenex à côté. Oui. C'est n'importe quoi. D'abord, je pense qu'il faudrait des agents de sécurité pour protéger ta thune. Ouais, grave. Tellement. Et après, je pense qu'on bloque 2-3 lignes comme ça. Si je te mets dans le passage à Concorde entre la 8 et la 1, à 18h30, là, je pense qu'on est bon. Mais il va falloir jouer très fort, parce que vu le nombre de personnes qui passent... Oui, on te met un petit ampli. On joue avec un ampli. Quelques 30 watts, un truc comme ça. Oh, même moins, beaucoup moins. Tu fais sortir n'importe qui d'une salle avec beaucoup moins que ça. Mais bon, la guerre du volume, c'est l'horreur. Non, mais oui, en fait, si tu veux, c'est simple, parce que dans la vie, je trouve qu'il y a plein de... En fait, moi, un truc qui m'a vraiment sauvé dans ma vie, si tu veux, c'est d'arrêter d'en vouloir aux gens. Et de prendre du recul, comme le disait... je sais pas si tu as lu Spinoza un petit peu. Tu as Spinoza qui raconte, je vais faire ça assez grossièrement, mais pour l'idée générale, qui prend la métaphore, en tout cas la comparaison avec un chien malade de la rage. À l'époque, tu n'as pas de vaccin contre la rage. Un pasteur, tout ça, c'est même pas encore un arrêt de métro. L'anachronisme de taré. Non, mais... Spinoza, il prend ce chien malade de la rage, et il prend cette espèce de constat. Est-ce qu'il a choisi d'être malade de la rage? Sans doute pas. Ou alors il est vraiment un petit peu... Bon là, c'est un chien vraiment complètement idiot. Non, mais il n'a pas choisi d'être malade de la rage. Il s'est fait mordre, il l'a attrapé. Le fait est que, à cette époque-là, il représente un danger pour les autres chiens, les autres animaux, pour les autres, pour les humains, donc les autres animaux finalement, à la différence près que n'importe quel animal est bien plus malin qu'un humain, ça c'est autre chose. Toujours est-il que lui, il présente 2 solutions, si tu veux. C'est soit la solution de... ce sont même pas 2 solutions, c'est qu'en gros, il va dire ce chien, il va falloir le mettre à l'écart de la société pour pas qu'il puisse contaminer d'autres personnes, tuer d'autres personnes, faire du mal, simplement répandre quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et la rage, évidemment, on ne la contrôle absolument pas à l'époque. C'est un peu comme Nana Mouskouri, on n'a jamais trouvé le truc. Toujours est-il que, à ce moment-là, il dit la manière qu'on va avoir de mettre ce chien à l'écart pour qu'il ne présente plus aucun danger, c'est de le tuer.
Alors il ne s'agit absolument pas d'une apologie de la peine de mort, je suis complètement contre. En revanche, de corps et âme, en revanche, l'image est forte puisque ce chien ne pourra plus nuire à autrui. Donc, à partir de là, ce qu'il fait, c'est qu'il tue le chien, il le met en prison, ou voilà, etc. Bref, il le sort de la société de façon à ce qu'il ne soit plus un danger. Ça, c'est la réponse pragmatique. Par contre, là où la nuance se fait, et où il va baser une grande partie du déterminisme social qui a changé ma vie, moi, c'est vraiment dans le fait que l'effort ne doit surtout pas être porté sur le fait de mettre le chien à l'écart de la société, malgré qu'il représente un danger, mais sur le fait de chercher un remède à la rage. Que la réponse pragmatique, c'est de de tuer le chien à l'époque, dans son contexte évidemment. Mais que le vrai effort, le véritable effort, il doit être porté sur la recherche, en l'occurrence de ce qui allait devenir le vaccin contre la rage. Et ça, c'est vraiment bouleversant dans le sens où à partir de là, on ne peut plus en vouloir au chien. Parce qu'il n'a pas choisi d'être malade de la rage. On ne va pas lui en vouloir, c'est pas sa faute. L'échec serait de le faire beau commissaire du mal de la société, c'est ça? Exactement. Ce serait d'en vouloir au chien, ce serait de le rendre responsable de son état dangereux. Il y est pour rien. Pour autant, évidemment, il prend les mesures pragmatiques à l'époque qui permettent de ne pas créer plus de mal, plus de souffrance, plus de mort. Mais à partir de là, c'est un raisonnement qui est vraiment passionnant. Il a beaucoup donné lieu à... Enfin, il a beaucoup tourné aussi dans les raisonnements psychanalytiques, où on va chercher à... Enfin, dans toute la démarche psychanalytique, où on va chercher à analyser les rêves, analyser les actes manqués, tout ce qui est autour du langage, tout ce qui est autour du comportement, tout ce qui va être de l'ordre de l'inconscient, évidemment. Bon, toutes ces instances de la psyché qui sont vraiment d'une profondeur abyssale, mais où à aucun moment il s'agit de juger, il s'agit d'arrêter d'en vouloir aux gens. C'est même pas d'arrêter de leur en vouloir, c'est de réaliser qu'ils ne sont pas responsables de leurs actions, qu'ils sont le produit, finalement, le résultat d'un concours de circonstances. Mais d'une façon générale, responsable, c'est un mot, même étymologiquement, si tu regardes, ça veut dire quoi, responsable? Ils doivent répondre, mais à qui? C'est qu'il y a une espèce à qui, de quoi? D'idée d'une hiérarchie de pouvoir, donc responsable. Donc c'est vrai que... Et donc du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'est... tu m'as dit que tu as appris à arrêter d'en vouloir aux gens. Est-ce que tu peux revenir un peu plus loin où tu en voulais aux gens et raconter ton parcours entre cet état-là et celui qui précédait? Alors moi, en fait, j'en voulais à beaucoup de gens. Ouais. J'étais très en colère, oui, c'est vrai. J'étais très, très en colère. Non, j'étais profondément malheureux et j'en suis tombé très malade. En fait, quand je suis parti de chez mon père, justement, à mes 14 ans et des bananes, je suis tombé très profondément malade où je ne pouvais plus... Je pouvais plus sortir dans la rue, je m'évanouissais directement, j'avais des sortes de psychosomatismes très très violents. C'est même arrivé à un point où je ne pouvais presque plus me lever physiquement. Si j'étais pas assis ou allongé, je vrillais directement, j'avais des vertiges absolument... j'allais dire vertigineux, mais c'est vraiment comme ça que je le revois. Il y a tout qui s'efface d'un coup, tout qui tourne et tu tombes. Et donc je suis tombé très très malade à ce moment-là. Et aller voir à l'époque... j'ai beaucoup discuté en fait et fait beaucoup de sessions de mes 14 à mes 18 ans avec une psychanalyste justement qui a accepté de me recevoir. Normalement à 14 ans on ne fait pas trop de psychanalyse, c'est pas exactement le moment où on s'intéresse à ces choses et où on est capable de les faire, et je dis pas que j'étais capable de les faire, de les entendre, de parcourir ce chemin, mais avoir eu cette démarche m'a vraiment sauvé, parce qu'à partir du moment où j'ai justement arrêté d'en vouloir aux gens qui m'ont fait du mal, qui m'ont rendu malade, finalement, j'ai guéri. C'était vraiment... C'était même plutôt... Enfin, c'est bête, mais c'était presque miraculeux, si tu veux. À partir du moment où, profondément, je me rappelle de ce déclic, de me dire, mais en fait, les gens... sont les gens qui sont malheureux, c'est pas toi. Finalement, sortir de ce schéma permet aussi de sortir du schéma où tu es tributaire, victime des autres. Bien Donc c'est ça, je pense que la guérison, la vraie, il y a aussi la colère bien sûr, mais la guérison c'est de se dire, tiens, je dispose de mon destin. Et c'est ce que tu as fait d'ailleurs en partant de chez ton père, qui était le début de la démarche, j'imagine. Enfin, j'ose commenter. Ben non, mais complètement, mais c'est ça. En fait, on a vraiment toute une histoire où je pense que pour ne pas répéter
En fait, ma crainte à l'époque, c'était de répéter les actions des gens que je fuyais, si tu veux. D'être formaté par eux. J'avais très peur, voilà, tu sais, d'être condamné à répéter finalement, condamné à faire du mal, condamné à être malheureux. Et je pense que dans toute cette période, à l'époque, où je cherchais à éviter ça par tous les moyens, j'ai jamais été autant dedans, justement. Et par comparaison, justement, enfin par opposition même plutôt, le fait de me détacher de ça a permis de vraiment être plus serein, plus sain et plus solide, en fait, tout bêtement. Et ça a été important pour moi de voir ces personnes-là. Pas forcément, elles ne le savent pas forcément, simplement de moi, en tout cas, faire mon deuil de ces relations-là et construire ma vie. Donc c'est là où c'est passé par plein d'étapes différentes, en fait. Je pense vraiment que il y a ce besoin d'introspection et de regard en même temps vers l'autre, d'explication, si tu veux, c'est essentiel. Pour moi, c'est essentiel. Pause musicale. Pause musique. Je peux t'y exploiter. Je peux tenir beaucoup trop longtemps avec une guitare dans les mains. Est-ce que tu veux un verre d'eau ? Je veux bien un verre d'eau, ouais. S'il te plaît. Je vais couper une seconde. Vas-y. T'apporter ça. Tu t'attendais à quoi aujourd'hui ? Je m'attendais à un très bon café avec un très bon ami. Et c'est ce qui a été fait. Je sais pas à quoi, je m'attendais pas à grand chose. J'essaie de prendre les choses comme elles viennent, tu sais, en fait, tout bêtement. Voilà. De pas trop me prendre la tête, de pas trop préparer les choses. Sauf pour un concert, tout ça, le travail. Mais là, moi, je suis venu voir un ami et j'en suis immensément heureux. Et c'est chouette. C'est chouette. C'est à ça que je m'attendais. Moi, je crois que c'est une belle chose à laquelle on peut s'attendre. C'est dingue comme je te trouve tellement mature, tellement en équation. Je suis très ému d'entendre autant d'intelligence, pas intelligence intellectuelle, mais une sagesse humaine. C'est une grande joie de rencontrer quelqu'un qui ne semble pas de faire des efforts pour résonner dans la juste tonalité pour moi. C'était étonnant déjà à l'époque, je t'avais trouvé incroyable. C'était comme une espèce de petite étoile comme ça filante qui était arrivée dans ce truc chez Superprof. Et à chaque fois que je te vois faire des choses, je sais pas, je me réjouis. C'est une vraie source de sincère joie de voir une belle personne, quoi. Une très très belle personne. Je me sens très riche de cette rencontre. Mais moi aussi, justement, dans le sens où, et pas pour retourner un compliment de manière complètement polie, parce qu'on se connaît assez pour savoir qu'on fait pas ça, mais je crois vraiment que, en fait, on est un peu la somme, si tu veux, le produit, j'en sais rien, on est la synthèse des personnes qu'on côtoie, en fait, aussi, à un moment donné.
Donc moi, quand tu me dis que tu es heureux de ça, bah, je ne peux que jouer au miroir, si tu veux, en fait, simplement à te dire, mais en fait, c'est parce que là, je suis avec toi et que quand on côtoie, tu vois, la vie, c'est l'homme est un imbécile social, n'est-ce pas? Et finalement, est-ce que côtoyer des gens, c'est pas la seule chose qui nous définit? Enfin, en tout cas, notre rapport à l'autre, est-ce que c'est pas la seule chose qui nous définit? Quand on est seul, il n'y a pas de définition de nous-mêmes. Personne n'est là pour en être témoin. Donc à partir de là, je crois vraiment que c'est très important d'être avec les gens qu'on aime. On n'a quand même pas des milliards d'années dans cette vie. Donc autant passer autant de temps que possible avec les gens qu'on aime. C'est vraiment comme ça que je le vois, si tu veux. Pause musicale. Non, purée, mais c'est horrible ce réflexe que j'ai, mais c'est n'importe quoi. Non, mais c'est très bien. Qu'est-ce que je peux te faire? Tiens, J'étais rentré dans un magasin de guitare et c'était écrit en très gros « Pas de Stairway to Heaven ». Je l'attendais. Et pourtant, ce morceau, moi, il m'a totalement formé, ce morceau. Mais il est magnifique. Il est magnifique, mais c'est vrai qu'il est trop massacré. C'est horrible. Bah, fais-en une belle version. Je sais pas le jouer. Je peux te faire autre chose si tu veux, genre. Tu peux faire autour. Je peux te faire Misty, tiens. Tu vois Misty de Errol Garner, j'allais dire, de Gershwin, pas du tout. C'est vraiment très joli ça. C'est tellement beau ce morceau, c'est un truc de... Des fois, je passe des heures juste à jouer des accords comme ça, et c'est très chouette, quoi. C'est très sérieux, c'est de la musique. J'adore cette expression. C'est très sérieux, c'est de la musique. C'est marrant parce que finalement, moi j'ai une liste de questions normalement que je fais subir à tout le monde, et j'ai pas du tout envie d'y aller. Ah ouais? Je sais pas, mais il y avait par exemple la question, c'est du premier souvenir. Ouais, allez, on va faire ça très rapidement si tu veux. Le souvenir le plus lointain, qui te semble être le plus ancien, qu'on va appeler le premier qui revient en fait. Alors celui-là, je l'identifie assez clairement. C'est un ensemble de souvenirs, justement, et qui n'ont pas d'ordre chronologique, mais c'en sont deux, si tu veux, qui vraiment me reviennent très fort. Il y a... vraiment le plus lointain, ouais c'est ça, je le vois très précisément. C'est marrant parce que quand tu m'as posé la question, je me suis dit je vais jamais trouver ça, enfin qu'est-ce que je vais dire? Et en fait ça m'est apparu d'un coup. Et c'est ma sœur, justement, Louise, sur le lit sans doute d'hôpital, de la maternité quoi je veux dire. En tout cas je me rappelle de la couette, donc peut-être que c'était... Bon bref. Et je me rappelle d'elle et en même temps... Donc moi qui suis à côté, je devais avoir 2 ans et demi, 3 ans, et qui suis à côté, qui joue avec elle, je me rappelle du sentiment d'amour très profond que j'avais. Et en même temps, j'ai ce souvenir très net d'un carreau, tu sais, comme un carreau dans une cuisine, je veux dire une lucarne, une petite fenêtre. Et la nuit, avec une lumière dehors, on ne voit pas la lumière, mais on ne voit pas le lampadaire, mais on voit la lumière qui en émane. Donc on voit un espèce de noir éclairé finalement, la lumière dans la nuit, dans le vide, avec un agencement très particulier de gouttes de pluie sur le carreau, qui forme un espèce de motif indescriptible, mais que j'ai en tête. Et ça, je sais que je me rappelle très nettement que c'était la nuit du décès de ma sœur. Et du coup, j'ai ces deux souvenirs qui sont vraiment les plus lointains, là, qui me viennent tout de suite. C'est vraiment un souvenir très heureux, en fait. Alors, attention, ne pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Bien sûr. Mais un souvenir très apaisé, plutôt. Voilà. Vraiment ça.
Après, j'avais trouvé une question vraiment dont j'étais très fier, parce que je trouve que on en parle très peu. C'est ton premier mensonge, celui dont tu te rappelles. Mon premier mensonge. Ouf. Ah bah, il y en a eu beaucoup quand même. Dès que je me fais passer pour un musicien. Non. Mon premier mensonge. Mais alors premier mensonge où je me suis fait choper ou mon premier mensonge Le premier qui revient, je sais pas, aussi lointain que possible. Purée, qu'est-ce que j'ai pu... Le premier qui me revienne comme ça... Ça devait sans doute être quelque chose que j'ai mis sur la tête de mon frère alors qu'il n'avait rien fait, le pauvre. C'est les frangins, quoi. Qu'est-ce que j'avais pu faire? Oh là là. Après, tu as le droit au joker, ça peut être flou comme ça. Ouais, je réfléchis comme ça. Je pense qu'il y a un jour... Si, alors attends. J'avais cassé quelque chose, mais qu'est-ce que c'était? J'avais cassé quelque chose étant tout petit et je l'avais mis sur la... Évidemment, j'avais mis ça sur le compte de mon frangin qui devait être beaucoup trop petit pour ne serait-ce que pouvoir atteindre cette chose sur l'étagère. Ça n'avait aucun sens, mais pour moi, ça allait me sortir de la situation. Et ça devait être ma mère qui me regardait genre... Parce que c'est toi l'aîné de la famille. Je suis l'aîné, ouais. Ouais. On a une sœur aussi qui est plus grande que nous, mais en fait, c'est notre demi-sœur. On n'a que le père en commun et elle a grandi avec sa mère. Donc en fait, on se connaît très très peu. Donc je suis l'aîné de la famille, concrètement. Ouais. Quand tu étais petit, tu rêvais d'être quoi? De devenir qui? De faire quoi dans ta vie? Oh, il y a eu quelques étapes. Ouais. J'ai toujours voulu faire de la musique. Toujours. Mais en même temps, ça me faisait peur. Peur de me lancer, peur de finir, la peur un peu primale de mourir en fait, que tu puisses pas vivre, que tu n'aies pas à manger, que tu meurs, quoi, tout bêtement, que tu finisses dehors dans le froid. C'était quelque chose qui me terrifiait pas mal. Donc tour à tour, j'ai voulu être écrivain. J'ai voulu être écrivain, après prof de philo, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il fallait surtout pas que je me dirige là-dedans, et que je garde ça dans ma vie, oui, mais pas que je me dirige là-dedans. Psychanalyste, j'aurais bien fait psychanalyste aussi quand j'étais gosse. Pas psychologue, pas psychiatre, pas pédopsychiatre, quoi que ce soit, vraiment de la psychanalyse, ça m'aurait botté. Vraiment. Donc en fait, quelque chose de très littéraire, je pense. Ça, j'aurais rêvé d'être ça aussi. Mais en fait, c'est con, quand j'étais gamin, je voulais être heureux. Mais tu sais, c'est un peu bête à dire, mais j'étais pas heureux quand j'étais gamin. Et je me disais à quoi ça peut ressembler de sourire tous les jours, d'être content, d'aller bien en fait. À quoi ça peut ressembler de pas être perpétuellement triste, si tu veux. Et c'est réalisé ce rêve finalement? En ce moment, ouais, c'est cool. En ce moment, ouais. Le conseil que tu te serais donné enfant? Conseil que je me serais donné enfant... Oh, c'est beau ça comme question. C'est joli comme question. Je sais pas. Moi, je me serais juste dit, ça va aller en fait. Tu sais, c'est pas un conseil, c'est juste un. T'inquiète pas, 20 ans plus tard, ça va aller. Et si peut-être un peu de penser à ma gueule, ça aurait été bien aussi. Tu vois, j'ai aucun regret justement du fait de ne pas en vouloir aux gens, de tout prendre avec de la distanciation, enfin beaucoup de distance, pardon. Et j'ai vraiment aucun regret parce que les choses se déroulent selon moi, pas selon moi, mais dans le chemin de pensée que j'essaie d'emprunter. Les choses se déroulent vraiment selon un concours de circonstances, donc il n'y a pas lieu d'en vouloir aux gens, aux événements, quoi. Les choses se passent, point. Les choses se passent en ceci qu'elles ne sont pas bonnes, mauvaises. Elles ne t'arrivent pas à toi, elles arrivent. Elles arrivent. Donc à partir de là, il n'y a pas de bon événement, il n'y a pas de mauvais événement, il y a des événements avec des points de vue, enfin, je veux dire, voilà. Et donc quand même, je me serais peut-être dit, pense un peu à ta gueule, parce que finalement, c'est toi avec toi-même, mais pas, tu sais, je pense que c'est important d'être égoïste, que le mot égoïste, il fait pas forcément peur, c'est pas une mauvaise chose, c'est important de s'écouter, enfin, c'est très bête à dire, mais ça aurait été bien, je pense. D'être trempé avec soi-même, voilà, finalement. C'est ça, en fait. C'est comme ça ouais, tu le résumes très bien. Je pense vraiment, c'est ce côté-là, t'inquiète pas. Ça va aller, ça va pas être facile, ça va pas être marrant. Mais ça va aller, quoi. Tout va bien. Tu sais qu'on va faire ça tous les ans. C'est possible. Oui, carrément, oui, tu m'avais dit. Donc du coup, ma dernière question, parce que là on est bien.
Si tu me permets, bien sûr. Bien sûr. Ça serait... qu'est-ce que tu te souhaites pour les 12 prochains mois? Je crois que je me souhaite... En fait, ma vie, c'est le travail, si tu veux. C'est vraiment la musique. Donc, en fait, je crois que je me souhaite d'arriver à rester seul avec moi-même. De pas tomber... Je crois que là, j'ai besoin de temps. Moi, je sens ça depuis un peu moins d'un an, où j'ai besoin d'être avec moi-même, de pas... Et donc je me souhaite de surtout pas, je regarderai ça dans un an, dans 10 ans, j'en sais rien, et je me dirais, est-ce que j'ai réussi à rester seul, à prendre du temps pour moi et à me rencontrer moi-même, si tu veux. Ça, c'est important. Donc vraiment, pour les 12 prochains mois, je me souhaite de réaliser ce que j'ai envie de faire. Et il y a des choses que j'ai vraiment envie de faire, que j'arrive pas à... C'est dur même de les entreprendre. Tu sais, tu as des choses que tu idéalises tellement que tu n'arrives même pas à commencer de les faire. Mais rien que le fait d'y penser, de tourner ça en rond, de le faire chez toi, voilà, ce sont des choses qui vont venir en fait. Et j'espère que dans un an, je les aurai entreprises. Vraiment. Pause musicale. Ça va rester. Ça va rester, ça. T'entends là, si je... Ouais.